Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de WrestleMania Backlash. Et oui, c'est le pay-per-view donc qui a eu lieu la nuit dernière. Alors une carte au moins qui a le mérite d'être légère. Ils n'ont même pas ajouté de match, même pas de match intercontinental Fatal 4-Way comme je vous l'avais éventuellement annoncé dans ma vidéo prono. Ça a été annoncé, mais pour le prochain SmackDown. Donc ils l'ont gardé sous le coude, probablement pour les audiences, mais vu le peu de matchs qu'il y avait, ça n'aurait pas été un scandale de voir ce Fatal 4-Way dans le pay-per-view. Bon, c'est pas grave. Le seul match qui a été ajouté, bah évidemment, c'est le match qu'il y avait en kick-off. On ne savait pas encore ce que ça allait donner. Et finalement, bah, ils sont partis du côté de Raw, mais ils sont partis plus du côté du titre US, puisque on nous a annoncé un Open Challenge de Sheamus, donc sans savoir quel allait être son adversaire. Et finalement, après une petite promo de Sheamus, hein, qui s'est vanté d'avoir évidemment défendu son titre ardemment, hein, mais il disait quand même que ce match ne serait pas pour le titre. Voilà, parce que tout simplement, ce titre, il faut le mériter. Voilà. Et alors on pouvait s'attendre logiquement à Humberto Carrillo, hein, vu que il s'était blessé malencontreusement lors de leur dernière confrontation avec Sheamus. Le match n'avait pas pu être mené à son terme, donc on pouvait éventuellement se dire que ça allait être un rematch. Ou alors une arrivée surprise, un Velveteen Dream, hein, dont on disait qu'il était backstage à Raw la semaine dernière, un retour de Keith Lee, ou voilà, ou alors quelque chose d'un peu plus classique, on va dire, sans surprise. Et finalement, bon, bah, c'était Ricochet. Ricochet, finalement, voilà, ils n'ont pas été chercher bien loin. Et bah moi j'étais content, c'était une belle affiche sur le papier, un Ricochet quand même assez, on va dire différent dans sa tenue, hein, pantalon noir, même plutôt jean noir là, avec la ceinture et des petites mitaines là, donc il était plus en mode bagarreur, en mode un peu street fight. Je sais pas si c'est une tenue qui va continuer de porter, ça sera intéressant à voir. Pourquoi pas. Ça va changer un petit peu, hein. Probablement que Ricochet se cherche encore un petit peu, hein, parce que c'est vrai qu'il a du mal à percer. Peut-être que euh, on essaye de trouver un nouveau Ricochet pour que ça puisse vraiment fonctionner dans le main roster, quoi. En tout cas, bon, le match n'aura pas été très long, hein, 7 minutes 11. Et au final, c'est Sheamus qui s'imposera tout simplement avec un coup de genou, enfin un énorme coup de genou, un bien impactant au haut de la poitrine de Ricochet. Et après le match, Sheamus va commencer à remettre son manteau, son chapeau, à se rhabiller. Il dit que bah, voilà, encore une victoire de plus. J'ai fait le plus d'Open Challenge que pour le titre US que quiconque dans toute l'histoire de la WWE, carrément. Et là, bah, Ricochet arrive derrière, il attaque Sheamus et il arrive même à lui arracher son manteau et lui prendre son chapeau pour les porter et se moquer de lui avec un dab. En 2021, oui, un dab, c'est incroyable. Et Ricochet s'en va, hein, parce que Sheamus était commencé à être énervé et à venir le poursuivre. Et voilà, ça s'est arrêté là. Donc étonnant post-match. Donc en ce qui concerne l'évaluation du match, hein, c'était un match court, mais qui mériterait vraiment d'en voir davantage, avec une belle opposition de style, hein, entre la brutalité de Sheamus et la flamboyance, hein, de Ricochet. Un assez bon match, hein, ça m'a plutôt plu. Je veux vraiment en voir plus, hein, vraiment. Je reprocherais seulement, on va dire, le fait qu'on semble lancer une feud entre les deux, alors que bah, Ricochet venait de perdre clean le match, en fait, en soi. Donc, vu que le titre n'était pas en jeu, hein, c'est ce qu'a dit Sheamus, bah, j'aurais plutôt fait gagner Ricochet pour l'upset, et afin bah, justement d'avoir, cette fois-ci, un match de championnat pour plus tard, peut-être le lendemain à Raw, voilà. Donc de le faire du coup, ça donne pas de momentum particulièrement pour Ricochet, cette défaite, quoi. Du coup, c'est ça qui est dommage. Alors, la feud peut vraiment être sympa en plus, hein, mais la façon de faire était, j'ai trouvé assez bizarre. Et puis à voir, hein, pour Carrillo ce qui se passe, parce que si c'est pas plus grave que prévu cette blessure, puisque il y avait quand même une feud là qui était établie entre Sheamus et Carrillo, donc là on nous met du Ricochet. Est-ce que c'est pas un remplacement de dernière minute, puisque on peut penser aussi à Mustafa Ali qui commençait à faire une feud avec Ricochet là, avec des matchs répétés à mini-event.
avec un clip assez étonnant lors du dernier main event, hein, avec une voiture de course, Ricochet qui reçoit un texto d'Ali, on remet ça et hop, ils refont leur match, et puis le dernier match en date, hein, ça s'est fini par un double décompte extérieur. Bref, voilà, ils faisaient une série de matchs comme ça, donc je trouvais ça voilà, plutôt intéressant et puis innovateur un peu pour main event, hein, de faire une petite storyline comme ça, une petite rivalité, avec un super vidéoclip. Mais bon, du coup, bah, si on met Ricochet on va dire à Raw, avec Sheamus, hein, bah, Ali, je sais pas trop ce qu'ils vont faire de lui, hein. À moins que la feud soit vraiment que de très courte durée entre Ricochet et Sheamus, hein. Parce que moi, sinon, j'aurais bien vu Damien Priest aller chercher Sheamus, hein. C'est dommage s'ils le font pas, mais ça arrivera peut-être plus tard. Mais j'ai pensé aussi, attention à la phrase prononcée par Sheamus, hein, après le match, hein, lorsqu'il il parle du record, de challenge qu'il a fait pour le titre US dans l'histoire de la VVE. Bon, il troll, hein, pas mal, mais en disant ça, mais je me suis dit, bon, bah, ça fait penser aux Open Challenge pour le titre US de John Cena. Donc, qui sait si finalement c'est pas le début de quelque chose, d'une graine plantée pour un Sheamus John Cena pour le titre US à SummerSlam. Voilà. Bon, c'est qu'une idée comme ça, hein. Ça veut peut-être rien dire du tout, hein. Mais voilà, ça m'a fait un peu penser à cela. Le match, 2,75 pour la note, 2,75. Je mettrai pas plus, hein, c'était vraiment pas mal comme match, mais c'était trop court pour que je puisse donner davantage, hein. Mais ça a vraiment fait un bon taf. Et puis, faut un peu saluer l'initiative de faire un petit post-match. Et puis bah, de faire une petite feud, quoi, de créer une petite feud, hein, qui n'était pas prévue à la base, quoi. Donc voilà, bah, c'est pourquoi pas, c'était très sympa. Voilà, donc on va passer maintenant à la carte principale. Je voulais d'abord vous parler de quelque chose dont je vous avais pas encore parlé, même pas dans ma vidéo pronostic, mais c'était une idée que j'avais déjà en tête depuis quelques temps. Voilà, je vous montre le visuel. Voilà, ben, j'ai décidé en fait de façon à raccourcir les vidéos review qui sont souvent assez longues, hein, vous en attesterez, parce que je suis très souvent dans le play-by-play et je fais des résumés mais assez complets finalement des matchs, en faisant pas mal de highlights finalement de ce qui s'est passé, mais même assez poussé, et ce qui fait que la vidéo au final bah, elle est pas mal rallongée. Donc ce que je vais faire, c'est de faire un nouveau schéma d'analyse qui va être un peu plus direct, qui va aller plus droit à l'essentiel, selon le canevas là, que je vous présente ici. C'est-à-dire que je vous présenterai directement bon, la durée du match, hein, comme je le fais habituellement d'ailleurs. Ensuite, directement, je vous passe au résultat du match, hein, qui a battu qui et avec quel finish, hein, quel move, comment ça s'est terminé. Donc voilà, je vous présente la fin du match, le résultat, donc le vainqueur. Ensuite, je vais vous dire si finalement si ce résultat correspondait au pronostic que j'avais donné dans ma vidéo prono, hein, pour voir si je me suis planté ou pas, parce que finalement je trouvais que c'était pas mal quand même de faire de donner du lien entre ma vidéo prono et ma vidéo review, hein, pour quand même faire une petite quand même un petit coup de rétro pour voir finalement si ma vidéo prono était plutôt cohérente avec par rapport au résultat, quoi. Voilà, hein, voir si j'ai été visionnaire ou pas finalement. Voilà. Et enfin donner finalement mon avis sur le match. Voilà, mon ressenti. Éventuellement parler de 2-3 moves impactants que j'ai pu noter, des choses qui m'ont frappé, pardon, et ma note sur 5, voilà, ma note classique, et un peu parler aussi de l'avenir en essayant de faire un peu vite fait du fantasy booking et dire ah ben peut-être que du coup ça va conduire à machin contre machin pour le prochain pay-per-view, à tel ou tel feud. Voilà, faire un petit peu des pronostics déjà sur ce qui pourrait se passer à l'avenir. Voilà, faire des petites projections. Ça sera à la fin de ma review. Voilà, je vous présente donc ce canevas que je trouvais plutôt pas mal. J'espère que ça vous conviendra. On va dire que cette vidéo va servir un peu de cobaye finalement. On verra bien ce que ça donne. Et si ça permet d'avoir une vidéo un peu plus dynamique et qui va droit à l'essentiel. C'était un peu le but donc pour l'avenir, hein, de mes vidéos review des pay-per-view. Par contre, je pense que je conserverai plus pour les vidéos pronostiques des vidéos un peu plus longues, parce que j'aime bien vous expliquer les contextes, hein, parce que tout le monde ne suit pas les weekly, et expliquer mes pronostics, faire mes fantasy booking aussi, développer un peu plus. Ça, j'aime bien faire ce travail là, ça me passionne.
Donc voilà, je pense que les vidéos pronostics seront plus longues et les vidéos review vont essayer, en tout cas je vais essayer de faire des vidéos un peu plus ramassées. Voilà, pour pas trop vous saouler. Voilà, donc on va passer tout de suite à la carte principale et l'opener sera été finalement le triple threat féminin pour le titre d'Euro entre Rhea Ripley, Asuka et Charlotte Flair. Alors il y avait une question que je m'étais posée, c'était est-ce qu'on allait retrouver le fameux arbitre Eddie Orengo, hein, que Charlotte avait frappé hein, avant de se faire suspendre et de payer une amende de 100 000 $, et finalement bon bah, c'était pas lui. Petit cosplay Cruella d'enfer hein, pour Charlotte, hein, pourquoi pas, ça change un petit peu. Bizarrement d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce qui est bizarre, c'est de noter que Mike Rom, hein, l'annonceur au début, nous rappelle les règles. Hein, no DQ, no count out, la première à faire le pin gagne le match. Bon, c'était quand même, ça m'a interpellé. Je me suis dit tiens, c'est bizarre. Est-ce que ça annonce quelque chose de bizarre à la fin? Parce que moi, ça m'a interrogé. Parce qu'on connaît tous hein, les règles le principe d'un triple threat. Donc voilà, bon, j'ai trouvé ça bizarre. La durée du match, 15 minutes 22, donc quand même une bonne durée hein, pour commencer ce show. Et le final, donc voilà, comme je vous disais dans ma façon de reviewer les shows, maintenant on passe directement au finish. Donc c'est Rhea Ripley qui va battre Asuka avec un Riptide. Et par rapport à mon pronostic, bah, c'est exactement le prono que je vous avais donné. Hein. J'ai finalement pas changé d'ailleurs de prono dans la semaine, hein, puisque je vous avais dit que j'avais donné Ripley, mais j'hésitais beaucoup avec Charlotte et que j'avais pas énormément de certitude et que finalement j'étais surtout parti par rapport au cut qui avait été donné et que Ripley était assez nettement en tête et Charlotte était un petit peu derrière, mais quand même avec un certain écart et Asuka était vraiment aux fraises. Mais finalement j'ai maintenu mon pronostic. Je suis resté sur Ripley parce que tout simplement parce que j'ai vu que dans le SmackDown qui a suivi, hein, donc le vendredi dernier, bah, on n'a pas vu Bliss va dire viser les titres tag après le match qu'on a vu, hein, la prise des titres hein, finalement de Natalya et Tamina face à Jax et Baszler, hein, avec une Baszler qui s'était fait marabouter la semaine dernière à Raw. On n'a pas eu de suivi là particulièrement. Alors Bliss ne doit visiblement ou probablement pas viser Baszler, mais c'est peut-être qu'un leurre, et pour avoir une surprise derrière. Mais en tout cas, il n'y avait rien, pas d'intervention, d'apparition de Bliss, donc je me suis dit, bon bah finalement peut-être que Bliss ne vise pas les titres tag, et peut-être qu'elle va vraiment viser Charlotte suite au face-off qu'on a vu entre les deux lors du match après le 3 contre 3. Hein, il y avait un face-off quand même entre Bliss et Charlotte qui semblait peut-être montrer quelque chose, et puis il y avait la fameuse promo de Charlotte lorsqu'elle a fait son retour après Mania le lendemain, où elle a parlé d'Alexa Bliss notamment dans la liste des filles hein, dont elle disait que personne n'était au niveau d'elle quoi. Donc voilà, je me suis dit bon bah finalement ça va peut-être partir sur Charlotte et Bliss en feud. Donc c'est pour ça que finalement je suis resté sur Replay. Donc j'ai bien fait en ce qui concerne maintenant l'évaluation du match, j'ai trouvé que c'était un très bon match, un très bon triple threat. Les trois vraiment ont eu de la place hein, pour s'exprimer. J'étais même content de voir notamment une Asuka à son avantage, hein, malgré son progressif dépush hein, qui est en train de se dessiner, hein, il faut le dire. Hein. Bah, j'étais content de voir une Asuka quand même vraiment à son aise. Et je dirais même que bah, Rhea Ripley, finalement, c'est peut-être celle que j'ai trouvée un peu en dessous par rapport aux deux autres et pas assez, on va dire, maîtresse de son sujet, pas la championne quoi. On n'a pas senti que c'était elle la championne. Je l'ai pas trouvée assez dominante, pas assez dangereuse, pas assez menaçante hein, comme elle devrait l'être hein, en tant que championne. Surtout quand on est censé quand même être surnommé The Nightmare. C'était comme ça que c'était présenté dans les vignettes et on l'a même revu dans le vidéo package avant le match. Hein, on a eu The Queen, The Empress et The Nightmare. Donc on nous a quand même rappelé que c'était The Nightmare. Bah, pour l'instant je ne le vois pas de façon évidente dans un ring. C'est surtout ça le problème. J'aurais quand même une critique à faire dans le match hein, sur le finish, puisqu'on voit une Charlotte Flair qui porte un big boot, elle est sur l'éperon du ring, elle porte un big boot à Asuka, et puis derrière, bah, il y a le Riptide hein, qui permet à Ripley de battre Asuka, mais on ne voit pas Flair essayer de briser le pin quoi. La caméra est complètement focalisée sur Asuka et Ripley, mais on ne voit plus Charlotte qu'on finalement, après le match, on la voit finalement par terre à l'extérieur du ring, mais elle avait quand même porté une big boot, donc elle allait bien en soi. Elle avait pris un spinning back fist hein, juste avant d'Asuka, mais c'était bizarre de l'avoir porté une big boot pour ne pas réagir derrière et essayer de briser le pin. C'est ça que j'ai trouvé
assez bizarre dans la façon de faire. J'ai entendu d'ailleurs aujourd'hui une théorie, alors ça va peut-être un peu loin, mais va falloir quand même la garder sous le coude, une théorie selon laquelle Alexa Bliss serait peut-être déjà en train d'entrer dans la tête de Charlotte Flair, ce qui expliquerait justement ce finish un peu bizarre et cette non-intervention de Charlotte qui l'a peut-être, on sait jamais, peut-être qu'elle a été figée sur l'instant et qu'elle n'a pas pu intervenir. Et son regard aussi, c'est vrai que avant, pendant et après le match, on a quand même vu plusieurs fois des plans sur le regard de Charlotte qui était quand même assez noir. Hein, c'était assez menaçant ce regard et peut-être que Bliss, hein, en quelque sorte, serait déjà entré dans la tête de Flair. Ce n'est qu'une hypothèse, hein, bien sûr, mais c'est à confirmer. On verra peut-être ça à Raw hein, ce soir. En tout cas, ça annonce sans surprise une feud hein, entre Charlotte et Rhea Ripley, comme je vous le disais dans ma vidéo prono, hein, possiblement pour Hell in a Cell, hein, puisque d'ailleurs c'est le prochain pay-per-view qui a été annoncé. Donc là, on rebat les cartes, hein, on change un petit peu l'ordre des pay-per-view. Hein, on fait un shake-up des pay-per-view là. Donc Hell in a Cell sera le prochain pay-per-view et non pas Money in the Bank. Et Extreme Rules, a priori, serait le suivant, mais peut-être pas. Peut-être que ce sera finalement Money in the Bank. Donc on verra, mais il risque d'y avoir des petites surprises en termes de pay-per-view et dans l'ordre des pay-per-view. En tout cas, le prochain c'est Hell in a Cell. Dans la cage de l'enfer ou pas, entre Ripley et Charlotte, ça on verra bien. Mais il y aura peut-être aussi une Alexa Bliss qui sera aussi en toile de fond. Qui du coup avec une Charlotte qui va être un peu sur deux fronts, ça reste à voir. Mais en tout cas, il y a de l'unfinished business entre Ripley et Charlotte, hein, ça s'écrit tout seul. Hein, depuis ce qui s'est passé l'an dernier aux alentours de Mania et ce qui s'est passé après à NXT. On a vu que voilà, les pieds de nez successifs de Ripley envers Charlotte qui semblent aller aussi dans le sens d'une continuité de feud entre les deux femmes. La note, je vais donner un 3,5, donc c'est quand même une bonne note. Hein, je serais sans doute monté à 3,75 si le finish n'avait pas été aussi bizarre au niveau de l'attitude de Charlotte, et peut-être même à monter à 4 si Ripley avait été peut-être un peu plus sauvage et menaçante, comme je vous le disais, si elle avait montré un peu plus une attitude de championne, de championne à battre, quoi. Vraiment l'élément à battre, un peu comme un Bobby Lashley actuellement. Voilà, c'est peut-être ça encore, mais je pense que ça fait partie encore des points améliorés chez Rhea Ripley depuis qu'elle est dans le main roster. Il va falloir continuer à développer ça, prendre en assurance encore, améliorer ses promos, et être un peu plus badass, quoi, comme elle l'était à NXT. Voilà, j'espère qu'elle ne va pas rester un peu fade dans le main roster, ce serait quand même du gros gâchis. On va passer au match suivant. Match comptant pour les championnats tag team de SmackDown entre Mysterio, père et fils, et les Dirty Dogs, hein, Robert Roode et Dolph Ziggler. Alors, il faut noter que pendant le kick-off, on a vu un segment hein, durant lequel Dominic a rencontré les Dirty Dogs dans les coulisses, et en fait, il a essayé de passer, mais Roode et Ziggler ont empêché Dominic de passer, et du coup, il s'est fait un peu bullied, quoi. Hein, classiquement, il s'est fait bullied et il s'est fait carrément agresser par les Dirty Dogs en backstage, donc, et il a même voilà, le Roode qui l'a projeté contre un rideau de fer dans un coin là, et ils se sont mis à deux pour soulever un canapé et ensevelir Dominic avec ce canapé. Donc, et un peu plus tard, donc juste avant le match, hein, durant le show principal, on le voit à l'infirmerie en train de se faire soigner, et on voit le père, hein, Rey Mysterio, qu'on sent embêté, hein, puisqu'il voit bien que Dominic n'est pas en état de se battre. Et du coup, Rey lui dit qu'il va s'en charger, hein, à Gadves, et ils combattront ensemble une autre fois, voilà. Mais il n'aura pas le temps d'avoir un remplaçant, hein, parce que je pensais à Buddy Murphy peut-être, hein, puisque on ne sait pas vraiment s'il est encore dans de la famille, hein, puisque son histoire avec Alia semble un peu aux oubliettes, mais je me suis dit peut-être que ce sera l'occasion de le remettre en selle. Mais bon, finalement c'était pas ça, puisque le match s'est enchaîné, donc ça n'a pas laissé du tout le temps à Rey Mysterio de trouver un remplaçant. Et donc, on démarre, donc on a un Rey Mysterio en mode Batman, hein, d'ailleurs, en cosplay Batman, hein, à l'ancienne, hein, vraiment la tenue vraiment à l'ancienne. La durée du match qui était aussi l'un des problèmes du match, on va dire, c'était 17 minutes, j'ai trouvé assez long. Et le résultat, victoire des Mysterios, et oui, sur un Frog Splash de Dominic sur Robert Roode. Et oui, on a eu donc cette victoire, ils l'ont fait. J'étais pas sûr qu'ils le feraient, mais ils l'ont fait. Et dans le cheminement du match, on a eu finalement donc un 2-on-1 handicap match qui a duré quand même bien 10 minutes, hein, 2 contre 1, Rey Mysterio. Mais Rey
survit quand même, et Dominique bah, finit par parvenir en se tenant les côtes, hein, évidemment. Bon, le selling n'était pas forcément toujours au top, mais bon, c'est pas grave. Le truc classique WWE, hein, bah, on peut prendre en référence, hein, un exemple parmi tant d'autres, le tag team entre Daniel Bryan et Shane McMahon et Owens et Zayn à WrestleMania 34, où Bryan aussi était parti, il était blessé, était parti, puis il était revenu en mode Super Saiyan pour tout détruire, quoi. Voilà. Donc ça ressemblait un peu à ça, donc c'est du classique. Mais voilà, bon, ils l'ont fait. Les premiers père et fils champions tag à la WWE, hein, ils l'ont quand même pas mal teasé ça, et ils l'ont fait. J'ai vu, donc on peut dire que pour le pronostic, j'ai eu le bon prono. C'est ce que j'avais dit. Même si j'ai eu un doute, hein, dans la semaine à cause de la deuxième défaite d'affilée de Dolph Ziggler lors du dernier SmackDown, puisqu'il avait déjà perdu par roll-up face à Dominique la semaine d'avant, et là ils ont refait le match finalement face à Rey Mysterio qui aurait dû avoir lieu une semaine avant et qui n'avait pas pu se faire, et finalement il s'est encore fait battre par un roll-up par Rey Mysterio, donc ça faisait quand même deux défaites d'affilée. C'est pour ça que j'ai eu un petit doute, je me suis dit est-ce qu'ils vont pas faire un DQ pour avoir un rematch dans le SmackDown suivant, et puis cette fois-ci avoir la prise des titres des Mysterio. Voilà, d'avoir le feel good moment, mais à la télévision, sur la Fox, un peu comme Natalia et Tamina une semaine avant, quoi. Voilà. Bon, ils l'ont pas fait, donc je suis resté sur mon pronostic et j'ai bien fait. On aurait eu notre feel good moment, voilà, qui était avec la promo face, un post-match qui va bien, un bouyaka, on va fêter ça. La fierté évidemment du papa et du fiston. Mais ce qui m'embête, hein, c'est la construction, quoi. Quelle construction bizarre pour ce match, quoi. À quoi aura servi de faire toute cette histoire d'agression backstage, de faire un 2-on-1 handicap match pour finir finalement avec un 2-2 pour la victoire des Faces, quoi. J'ai trouvé que c'était complètement inutile de le faire, alors que les Heels avaient l'avantage numérique pendant 10 minutes, qui n'a même pas profité aux Heels, et avec ensuite Dominique qui arrive, mais même quand Dominique arrive, bah ça change pas grand chose parce que Dominique il arrive diminué, forcément. Donc les Heels conservent l'avantage physique, quoi qu'il arrive. Donc au final, ça fait passer Ziggler et Roode pour des cons et des nuls à la fois. C'est ça qui me pose problème. Je comprends pas l'intérêt, enfin, je comprends pas pourquoi ils ont fait ce booking, quoi. Oui, pour avoir un comeback du babyface qui s'est fait, du fiston qui s'est fait bully pendant plusieurs semaines. Mais ils pouvaient faire un match normal. Un 2 contre 2 normal aurait eu le même effet, quoi. Alors, je me suis douté que Dominique, d'ailleurs, ferait le pin victorieux sur Roode, et non pas sur Ziggler, hein, donc à cause de cette double défaite consécutive de Ziggler. Je trouvais que ça faisait beaucoup. S'il perdait une troisième fois, ça aurait fait beaucoup. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être plutôt sur Roode. Et puis, Dominique, étant beaucoup bullied durant le build-up, je me suis dit que ça allait être plutôt centré sur lui, et donc plutôt pour qu'il ait lui la victoire. Et donc, j'ai eu le nez creux à ce niveau-là. Par contre, alors moi qui n'aime pas les matchs handicap habituellement, pour le coup là, il faut le dire, quand même, la partie à 2 contre 1, elle était pas mauvaise. Je l'ai trouvé moins chiante que d'habitude, parce que les deux contre 1, voilà. Après, en général, c'est souvent des combinaisons avec un big man contre deux mecs plus petits, quoi. Donc c'est un peu plus chiant. Là, c'était pas du tout la même configuration, mais avec un Mysterio, voilà, qui est résistant. Qui peut se sortir de n'importe quelle situation, qui peut toujours s'en sortir par une petite pirouette ou un petit contre. Voilà, bon, c'était pas désagréable ce 2 contre 1 finalement. Je l'ai trouvé long par contre, 10 minutes quand même comme ça. Et voilà, et puis probablement aussi grâce aux hommes en place, quoi. Voilà, Mysterio, Ziggler, Roode, ça permettait d'avoir un truc pas trop mal. Mais le truc c'est que c'est évident, on se doute que Dominique va arriver après, quoi. C'est typique de VVE comme construction, quoi. Et quand j'ai entendu à la fin, en plus, vers la fin du match, Roode qui répétait à Dominique là, qui était dans le coin là, de rester à terre, stay down, et qu'il y avait rien à faire là dans ce ring. You don't belong here. Donc voilà, ce truc répété, je me suis dit oh là là, j'étais persuadé à ce moment-là que les Mysterio allaient gagner et qu'on allait avoir un happy ending. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais voilà, bon, sinon sur le match, il y avait de la bonne action, c'était du bon catch, mais j'ai vraiment trouvé ce match terriblement long en direct. 17 minutes, hein.
Et en plus, t'ajoutes donc 7 minutes, donc 10 minutes de handicap, et 7 minutes derrière avec la partie à 2 contre 2, c'était beaucoup. J'ai trouvé que c'était beaucoup. Et en ce qui concerne la note, je vais quand même donner un 3,25 pour cette note, donc qui est une assez bonne note en soi, mais la construction est vraiment, j'ai trouvé incompréhensible, et c'est ça qui m'a déplu, et la longueur, voilà. Un 2 contre 2 basique aurait largement suffi. On attend de voir maintenant si les Usos vont croiser la route des Mysterio. C'est un peu le coup qu'on peut éventuellement se dire, qu'on peut prévoir, c'est sûr. Ils vont forcément finir par se croiser. Deux familles de lutteurs en plus, deux frères contre un père et un fils. Forcément, il y a pas mal de choses comme ça à écrire. Ça peut être intéressant. Et moi, ça me donne envie d'avoir cette feud entre les Usos et les Mysterios, mais qui n'arrivera peut-être pas tout de suite, au vu pour l'instant de ce qui des avancées de la storyline des Usos, et on verra bien peut-être que, comme je vous disais dans ma vidéo prono, on aurait l'Alpha Academy qui interviendrait pour l'instant pour faire une feud intermédiaire, voire les Street Profits. Mais bon, là ça serait moins probable parce que ce serait du face contre face. Bon, ce serait un peu moins engageant, on va dire. Match suivant, Lumberjack match entre le Miz et Damien Priest. Alors un match, je pense qu'il a beaucoup fait parler, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça, parce qu'on a vu des segments backstage, bon, où Morrison parlait au Miz, il disait t'inquiète pas, je vais gérer ça, je vais aller voir le locker room, je vais aller voir les Lumberjacks. Et le Miz il avait pas l'air très confiant, quoi. Il avait dire mais qu'est-ce que tu vas encore me préparer là comme manigance encore de old school qui va encore partir en gros, ça va finir merdiquement. J'ai pas trop confiance, quoi. Moi tout ce que je veux c'est me foutre la honte à Damien Priest, et voilà. Mais il dit non mais t'inquiète pas, je vais aller voir les Lumberjacks. Et puis on voit plus tard Morrison qui vient voir les Lumberjacks, et là il ouvre la porte, et puis là boum, une nuée de zombies, voilà, qui commence à sortir de la pièce, et Morrison qui fuit, il revient voir le Miz, il lui raconte ça, évidemment l'autre ne le croit pas, il dit mais ça va, t'es sûr que ça va là, des zombies, oui non mais de quoi tu me parles, quoi. Bref, le match commence, mais alors que les entrées sont normales, mais là on commence à voir les zombies attaquer de toutes parts, donc du coup le Miz et Morrison, et il y en avait de partout autour du ring, quoi, derrière les barricades. Ils ont même été jusqu'à faire virer les commentateurs qui sont partis en courant, puisqu'il y avait aussi un zombie qui était caché sous la table. Et ça commence comme ça. Donc le match n'est même pas un Lumberjack match classique, mais un Lumberjack match entouré de zombies. Tout ça pourquoi? Pour évidemment nous vendre, nous faire la promotion du nouveau film de Batista, Army of the Dead, qui va sortir sur Netflix, je crois que c'est vendredi prochain. Donc c'est une pure promotion pour un film. D'ailleurs Batista avait narré la vidéo introductive du pay-per-view, on entendait sa voix, et d'ailleurs on voyait de temps à autre des extraits du film, voilà, et donc on voyait bien que c'était finalement un pay-per-view assez un peu marqué, on va dire, autour de l'univers des zombies, quoi. Un peu, pas Extreme Rules de l'année dernière, pas The Horror Show, pas à ce point-là, mais il y avait un petit côté que c'est quand même très axé sur les zombies, quoi. Voilà, et donc voilà, quoi, il y a ce match qui commence. Au moins il n'aura pas duré longtemps, 6 minutes 55, et Priest va s'imposer avec un Hit the Lights, exactement comme je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, c'était le bon vainqueur, évidemment, il fallait absolument que Damien Priest s'impose, et c'était aussi le finisher que je vous avais donné, parce que c'est son finisher, bon voilà, ça paraissait évident, Hit the Lights, donc ça c'est le bon résultat, il le fallait. Maintenant pour l'évaluation du match, sur le principe, ça pourrait être un gros dud ce match, quoi. Comme j'ai pu lire quelque part, un walking dud, quoi. Un joli jeu de mots, mais ça peut être un gros walking dud ce match. Mais si je me concentre vraiment sur le peu de catch que j'ai vu, je suis monté à 1,75. Voilà, bon je peux pas monter plus haut, parce que c'est pas bon, c'est pas terrible, quoi. Et de toute façon, je vous l'ai dit, j'ai jamais aimé cette stipulation. C'est comme les handicap match, quoi. Donc et c'était même prévisible que ce soit le moins bon match de la soirée, et puis ça l'était au final. Ce match a été un énorme what the fuck match, une sorte d'entracte, de mi-temps de Super Bowl en quelque sorte, une pause fraîcheur, quoi, une pause pipi, et surtout voilà, c'est un pur match promotionnel pour un film.
Ça m'a un peu fait penser à ce qu'on a vu pour le titre 24/7 avec l'espèce de pub Old Spice là pour les déodorants de Old Spice pour le titre 24/7 qui était une espèce de pub déguisée mais qui était aussi en même temps un segment avec un changement de titre quand même avec des pins répétés, voilà. Et, euh, et là aussi c'était un vrai match mais très très brandé, très très marqué autour de la promotion d'un film quoi. Euh, et voilà quoi. Alors, est-ce que c'est ça l'avenir de la WWE de Nick Khan, hein, le président de la WWE, il faut le dire. Bah, si c'est ça l'avenir, bah, c'est pas impossible que ce soit ça l'avenir. Puisque maintenant, Nick Khan, il veut vraiment mainstreamer la WWE, hein, avec, en donnant, bah, en faisant venir notamment des performeurs, enfin des commentateurs, notamment des intervieweurs, qui viennent d'univers assez sportifs, assez génériques, mais qui sont pas des spécialistes du catch, hein, parce que c'est vrai qu'ils donnent jamais les noms des prises quand ils commentent, hein, notamment Adnan Virk et, et Kevin Patrick. Voilà, bon, ils connaissent rien, ils viennent du sport ou d'autres univers, donc ils sont pas. Mais c'est ça, et j'ai peur finalement un peu que la VVE soit finalement moins porté sur le catch et plus vraiment sur du divertissement pur et avec des matchs promotionnels pour promouvoir des matchs, des films qui vont avoir lieu notamment sur Netflix, hein, parce que là c'est quand même Netflix, même si le pay-per-view a lieu sur Peacock, mais là on promeut un match, un film qui est sur Netflix quoi. Donc je pense que ça risque d'être un peu la norme dans les mois à venir, hein. Je serais pas surpris quoi. Je suis un peu inquiet, il faut le dire, mais bon, ça, voilà, c'est un autre débat. Mais là aussi, l'un des problèmes du match, c'est que ça te sort complètement de la storyline initiale, enfin de la feud, quoi. Aussi faible en qualité soit-elle, ben, ça ne nourrit pas particulièrement notamment les tensions entre le Miz et Morrison, parce que c'était aussi ça qui avait en toile de fond. Parce que on a vu John Morrison, certes, au début du match, il a fui, mais il est quand même revenu après pour distraire Priest, lui donner un coup de pied, et ça a permis au Miz de capitaliser, peut-être presque gagner, quoi. Donc il a quand même aidé le Miz. Et j'aurais préféré qu'on ait, comme je vous disais dans ma vidéo pronostic, quoi, un finish où on voit Joe Morrison commettre une boulette, faire quelque chose qui fasse perdre le Miz à l'arrivée, quoi. Ça aurait été la chose la plus simple à faire, mais ils n'ont pas. Ils sont partis de ce truc complètement what the fuck et qui c'était complètement finalement une parenthèse qui nous sort complètement de la storyline. Il n'y en a même plus quoi. C'est ça c'est ça le problème quoi. Et il faut quand même dire que tout est parti de la promo. La promo, je vous en avais pas parlé de ce passage-là dans ma vidéo prono, mais Priest, lorsqu'il a annoncé qu'il allait défier le Miz, enfin affronter le Miz dans un Lumberjack match, donc lorsqu'il a fait cette promo à Raw, il a à un moment donné dans sa phrase, il dit vous mettez ce que vous voulez, vous mettez des zombies, vous mettez des aliens, mais vous mettez des mecs de Raw, des mecs de SmackDown, peu importe, vous mettez n'importe qui, mais voilà, je veux un Lumberjack match pour que le Miz ne s'enfuit pas. Et voilà, et c'est vrai que ce morceau de phrase dans lequel il parle des zombies et des aliens, voilà, moi j'aurais jamais cru qu'on l'aurait pris au mot à ce point-là, quoi. Donc c'est pour ça que pour moi ça passait inaperçu ce bout de phrase. Eh ben non, au final. Mais c'est vrai que moi je me sens floué, je me sens arnaqué avec ce match qui n'était pas véritablement le match attendu. Voilà, même si j'avais pas de grande attente, hein, on est d'accord, c'est une mauvaise stipu, et j'ai jamais aimé cette stipu à la base, de toute manière. Mais ce match n'a juste aucun rapport avec la feud, et je me sens arnaqué dans l'affaire, quoi. Et c'est un gros what the fuck match que j'aimerais ne plus revoir, hein, mais j'ai quand même bien peur que cela ne devienne la norme à la VVE à l'avenir, hein, comme je vous disais. Et on verra maintenant ce qui va attendre Damien Priest, hein, au moins c'est fini avec le Miz. Hein, mais Sheamus semble occupé avec Ricochet, voilà, donc c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé voir un Priest Sheamus, mais bon, on sait jamais, ça peut arriver. Et quant au Miz et au John Morrison, hein, ils ont été dévorés par les zombies à la fin. Hein. Morrison il se fait complètement, on va dire qu'il était caché derrière la barricade, il s'est fait carrément bouffer par deux zombies, et le Miz, alors à la fin, il s'est fait dévorer par l'intégralité des autres zombies, quoi. Quelle fin bizarre. Et puis avec Damien Priest qui fait sa flèche, et hop, une petite pub supplémentaire pour Army of the Dead. Comme si c'était pas suffisant. Incroyable. Et donc, que vont devenir le Miz et Morrison? Ils vont revenir à Raw ce soir, hein, comme des fleurs, hein, probablement, hein, parce qu'avec la BVE, la cohérence, hein, on peut déterrer des gens, hein, n'oubliez pas Jay Styles, hein, par exemple, hein, voilà, on peut faire passer Aleister Black et Rey Mysterio par-dessus aussi du sommet d'une tour, hein, mais ils reviennent le lendemain, il n'y a pas de problème, pas de problème. Bref, voilà, bon,
C'était un gros dud, une grosse merde et bah, c'est un what the fuck quoi. Voilà, c'est pas ce que j'ai envie de voir et moi j'ai envie qu'on nous raconte des vraies histoires, des vraies storylines et, et que les choses se tiennent là. C'était une parenthèse quoi. Mais voilà, j'ai pas envie non plus d'épiloguer sur ce match, ça n'a vraiment pas lieu d'être. Match suivant, Bayley contre Belair, match comptant pour bien sûr le championnat féminin de SmackDown, un match aussi pour lequel on nous a laissé pas mal de temps, 16 minutes 05. Donc ça c'est l'avantage aussi, hein, quand on a des matchs, peu de matchs sur la carte, on laisse du temps quand même pour les matchs importants, hormis le match précédent évidemment. Et comment se termine le match? On a Belair qui va contrer un faceplant, ou un roseplant hein, de la part de Bayley, parce que Bayley voulait enrouler sa tresse, la tresse de Belair autour de sa jambe, pour que Belair ensuite applique son écrasement facial. Mais derrière, Belair surprend Bayley avec un roll-up en bloquant la jambe de Bayley avec sa propre tresse. Du moins, c'est ce qu'elle a tenté de faire, car c'était complètement foiré au final. Hein. Elle a voulu effectivement enrouler la jambe de Bayley avec sa tresse, sauf que ça s'est enlevé, la tresse s'est barrée, et du coup la jambe elle était dans le vide quoi, donc elle était pas du tout cadenassée la jambe, et ça fait quelque chose de complètement foiré et dégueulasse hein, visuellement, à l'écran c'était moche. Après le match, il y a Bayley qui va se plaindre, il va aller voir les commentateurs, notamment Michael Cole, hein, qui est un peu son souffre-douleur hein, depuis un bon moment, en disant que Belair a triché, c'est une tricheuse, il faut remontrer les images. Du coup, voilà, donc, en montrant ça, on a bien compris que ça annonçait un rematch. Et une continuité de la feud entre les deux. Et c'est ce que je vous avais évoqué d'ailleurs dans ma vidéo pronostic. Hein. J'avais donné hein, donc la victoire de Belair, hein, ça je vous l'avais dit. Mais je vous avais aussi dit que il pouvait y avoir éventuellement un DQ ou une fin pas forcément hyper clean, avec la possibilité même d'un DQ pour avoir un finish qui fait que la feud pourrait continuer quoi. Parce que je ne voyais pas nécessairement Sasha Banks déjà revenir. Pour revenir tout de suite, hein. Je la voyais plus revenir pour SummerSlam, peut-être pour avoir justement la revanche entre Belair et Banks. Donc là je pense qu'on va avoir un nouveau match entre les deux à Hell in a Cell, hein. Pas forcément dans la cage, hein. Je pense que ça ne mérite pas d'avoir un match en cage ce match, mais bon, voilà quoi, ils ont trouvé... De toute façon, je vous avais dit, dans le roster il n'y a pas assez de filles crédibles pour le titre, donc c'est pour ça que je me suis dit qu'ils allaient... prolonger la feud d'une manière ou d'une autre quoi. C'est ce qu'ils ont fait. Alors pour le finish, bon même si la face gagne un peu comme une huile, hein, ça me gêne pas tant que ça puisque bon on a vu quand même que Bayley c'est elle qui a commencé hein, à tricher en utilisant la tresse de Belair et puis bon un petit peu avant la fin du match, elle avait aussi elle avait même réussi à aveugler Belair. Bon du coup bon elle avait quand même pas mal usé de technique on va dire pour tricher hein, donc au final ça me gêne pas tant que ça au moins on va dire ça montre que Belair n'est pas conne non plus, elle peut aussi faire le coup de l'arroseur arrosé, et voilà quoi. Ça m'a pas gêné tant que ça. Ça protège Bayley aussi, et ça permet d'avoir un rematch derrière. Voilà. Si c'est ça qu'ils ont voulu nous faire hein, à travers cette fin, pourquoi pas, voilà. Même si évidemment je préfère dans l'absolu qu'un ou une face gagne dans les règles de l'art, mais on va dire que dans ce contexte de match, ça m'a pas gêné tant que ça. Mais bon, malheureusement, il faut le dire, l'exécution finale était totalement foirée. Le match en soi était plutôt bon, j'ai trouvé, mais c'est bizarre, j'ai eu cette fâcheuse impression d'avoir vu une coquille vide en réalité en fait. C'était un match qui avait pas une âme particulière. J'étais pas investi dedans. Peut-être aussi parce que le build-up était moyenasse, c'était pas une rivalité qui était très engageante, et que peut-être du fait qu'on sortait tout juste aussi d'un match complètement what the fuck juste avant, et que j'étais pas forcément bien revenu dans le pay-per-view, et que j'étais pas forcément rentré dedans, ça m'a pas aidé quoi. Ça m'a pas aidé à me mettre dedans, et donc la combinaison de tout ça fait que les deux meufs, elles se battaient plutôt convenablement dans le ring, mais le match, je l'ai trouvé assez flat, pardon, sans personnalité, sans rien qui ne me fasse vraiment réagir, hein, comme un vrai fan de catch, quoi. À part, bon, là où à un moment donné, il y a eu une lourde chute de Bayley à l'extérieur, où elle est arrivée sur la tête, là, ça m'a un peu fait réagir, mais c'est tout. Mais je lui ai quand même donné un 3 étoiles 25 à ce match, donc c'est quand même plutôt pas mal comme note, mais c'est quand même une note en demi-teinte.
il faut le dire, il faut la nuancer, parce que c'est une note un peu en trompe-l'œil lorsque l'on creuse davantage et qu'on voit un peu finalement ce match, qui est pas un mauvais match de catch en soi. Il y en a eu des pires, hein, c'est pas non plus, c'est au-dessus pour moi d'un Carmella Banks par exemple, mais il m'a manqué une âme, il m'a manqué quelque chose, un storytelling ou un truc qui fait que j'étais vraiment investi dans la feud et je l'étais pas. Voilà, donc ça reste une bonne note, mais il m'a manqué quelque chose quand même, le petit plus, hein, qui fait que un match bon devient un match très bon. Voilà. On va passer au match suivant, match entre Braun Strowman, Drew McIntyre et Bobby Lashley, un triple threat match pour le titre suprême d'Euro. 14 minutes 16 pour la durée, donc c'est pas mal, mais c'est pas si long que ça, hein, pour un match de cette importance, il faut le dire. Donc le match, hein, on a décidé finalement de finir le pay-per-view avec les 2 gros matchs. Bon, j'étais un peu étonné parce que je pensais qu'on allait les espacer. Je pensais pas forcément qu'on allait enchaîner les 2 gros matchs, parce que du coup, il n'a pas vraiment une pause fraîcheur, une pause pour un peu pour souffler. Là, on enchaîne avec les 2 gros matchs. Donc, bah, le résultat, donc 14 minutes 16, victoire de Bobby Lashley qui fait le pin sur Braun Strowman grâce à un spear. Alors que Braun venait justement de se prendre un Claymore juste avant de Drew McIntyre, mais Lashley est venu pour dégager Drew du ring et lui porter donc à Braun le spear final. Alors là encore une fois, hein, j'ai eu le bon pronostic, victoire de Lashley, hein, ça me paraissait logique qu'il conserve son titre, et Braun aura logiquement pris le pin, c'était aussi mon prono. De toute façon c'est son rôle général, hein, lorsqu'on le met dans un triple threat, hein, à l'image par exemple de Payback de l'année dernière, où il aura servi à protéger le Fiend dans la défaite, et là bah, il aura servi à protéger Drew dans la défaite, hein, il faut le dire. Là le match, en ce qui concerne le match, il passe plutôt vite, il est dynamique, intense, physique, un bon match de bourrin qui se met vraiment sur la gueule comme on pouvait s'y attendre, hein, quand on voit les 3 hommes en place. Donc j'ai vraiment aimé ce match. Lashley qui part quand même dans le mur de LED, hein, avec les explosifs qui jaillissent, hein, c'est quand même spectaculaire. Même si ça rappelle l'image d'ailleurs qu'on voit dans mon générique d'introduction, hein, au tout début, hein, lorsque Braun Strowman et Lashley foncent dans le mur de LED, hein, où tout pète, hein. Finalement ils ont fait qu'une redite de ça. Le powerbomb, hein, le beau powerbomb de Braun Strowman sur Drew McIntyre, sur la table des commentateurs qui s'écroule. Braun Strowman qui m'a surpris, qui fait carrément un cannonball de l'éperon du ring directement sur les 2 adversaires. J'avais jamais vu de ça de sa part avant, hein, je crois pas, hein. Mais voilà, donc c'était un chouette match, pas trop long, qui passe assez vite et on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. C'était très dynamique, donc le contrat est globalement rempli, je dirais. Drew donc contre Lashley s'annonce logiquement comme la suite logique des opérations, hein, possiblement pour un Lashley contre Drew à Hell in a Cell, peut-être dans la cage de l'enfer. Là je serais pas surpris qu'il fasse ça. La note, je lui ai donné un 3 étoiles et demie. C'est une bonne note. J'irai pas plus haut parce que il aurait fallu, je pense, un petit peu plus d'épicness et de dramaturgie dans ce match pour que j'aille un petit peu plus haut. Ici, ce fut, on va dire, la construction assez classique du mec évacué pendant le triple threat. On croit qu'il va jamais revenir. On croit que ça y est, ça va se finir à 1 contre 1 entre Braun et Drew, parce qu'on croit vraiment que Lashley est blessé, et puis au final, bon bah, Lashley revient pour s'imposer, quoi. Donc on a eu déjà exactement la même chose avec Dominic un peu plus tôt dans la même soirée, hein. Donc attention quand même à ne pas trop abuser de ce genre de booking, parce que ça on le connaît par cœur à la VVE, quoi. À noter qu'il n'y a pas eu d'intervention de Mace, de T-Bar, hein, qui aurait pu être éventuellement une possibilité, même si je vous avais dit que je le sentais pas trop parce que on les voyait plus trop dans l'histoire, et visiblement ils auront définitivement servi de pion, hein, dans le build-up et rien d'autre, quoi. Voilà, il faut le dire. Et pas de challenger surprise qui apparaît aussi, ce fut assez sobre de ce côté-là. Donc on a vraiment fait un match d'homme à homme, hein, finalement, entre les 3. Pas d'intervention extérieure, c'est pas plus mal. Un bon bourre-pif, pas très long, dynamique, et c'était bien. Moi j'ai bien aimé, c'était vraiment un match à voir, l'un des meilleurs en tout cas de cette soirée. Et on va passer déjà au main event of the evening, et c'était le match que je vous avais aussi dit, je voyais bien ce match comme main event. Roman Reigns bien sûr contre Cesaro pour le Blue Universal Championship. Alors quand même dans le show on aura vu plusieurs vignettes, hein, entre
segments, on va dire, entre les frères Uso durant la soirée, avec Jimmy qui continue son forcing pour essayer d'attirer son frère vers la division tag team, comme au bon vieux temps, là où Jay serait, on va dire, mieux, il serait mieux avec lui qu'actuellement en tant que porte-bagages de Roman Reigns, c'est ce qu'il lui dit. Et là, au lieu de ça, il est plutôt la bitch de Roman Reigns, quoi, comme il dit lui-même. Et d'ailleurs, il faut noter que depuis le dernier SmackDown, on notera le nouveau t-shirt de Jimmy Uso, Nobody's Bitch, une phrase qu'il avait effectivement prononcée il y a 10 jours à SmackDown, en attendant peut-être le fameux Left Hand Man dont je vous avais parlé dans ma vidéo prono, au cas où Jimmy rejoigne le Tribal Chief et son frère un jour, en tant que heel peut-être. Mais voilà, ce nouveau t-shirt Nobody's Bitch est assez drôle. Et juste avant le match, on voit Jey Uso qui aimerait bien être ringside pendant le match, il aimerait bien accompagner son Tribal Chief, mais il dit à Reigns, what if, et si, au cas où Reigns serait peut-être en difficulté dans ce match, et peut-être perdre son titre. Et du coup, d'ailleurs, en disant ça, ça prouve que déjà Jimmy Uso, il a quand même déjà commencé à gagner un peu d'emprise sur son frère finalement. Et du coup, forcément, Reigns n'apprécie pas ce que Jey dit, et il dit à Jey qu'il ressemble à son frère là. Et justement, il ressemble à son frère, et il dit, il le renvoie quoi. Il dit, va retrouver ton frère quoi. Voilà. On en est resté là juste avant le match. Et le match donc très long, 27 minutes 30. 27 minutes 30. On aura largement laissé du temps à ce match. Encore une fois, un pay-per-view court, pas beaucoup de matchs, donc on laisse du temps pour ces matchs d'importance. Et le final, Reigns conserve son titre grâce à une guillotine longtemps appliquée sur Cesaro, qui malgré une tentative d'évasion, vraiment de la dernière chance, quoi, pour essayer de s'échapper de la prise, finira finalement par perdre connaissance. Et l'arbitre préférera alors arrêter le match. Donc pas de surprise quant au résultat. Je vous l'avais dit, il n'y avait absolument rien à attendre. Cesaro ne pouvait pas être champion. Voilà, c'est pas lui qui est désigné pour battre Reigns, c'était sûr et certain. Il conserve son titre, donc Reigns, comme je l'avais dit dans mes pronos. Mais ce qui est bien, c'est que Cesaro est resté protégé en n'abandonnant pas. C'est ce que je vous avais dit aussi. Je vous ai dit que ça serait bien de le protéger un petit peu quand même. Parce que perdre clean, ça m'aurait complètement clean, ça m'aurait avec un vrai tombé, ça m'aurait un peu embêté. Ou alors s'il avait abandonné de lui-même quoi. Donc pour moi, ça me va comme fin, c'était très bien. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Reigns gagne enfin, pour la première fois, un match de pay-per-view clean. Depuis qu'il est heel, je veux dire. Il gagne pour la première fois clean, vraiment depuis ces derniers temps, parce que depuis que Jey Uso est avec lui, Jey Uso intervenait toujours, et c'était emmerdant. On se disait, Reigns, en fait, il est pas si dominant que ça, et il a toujours besoin de l'aide de quelqu'un. Et donc là, ce qui est bien, c'est que il y a eu cette victoire-là, plus, il faut le dire, la victoire contre Bryan à SmackDown, qui était clean aussi. Donc ça fait 2 victoires clean consécutives, mais pour la première fois, c'était une victoire clean en pay-per-view pour Reigns, donc depuis que Jey l'accompagne, on va dire. Donc c'est pas plus mal, car voilà, ce que je vous disais, voilà, ça devenait un peu répétitif, quoi, ces victoires grâce à Jey Uso, quoi. Donc c'est bien de l'avoir fait. Pas d'intervention des Usos d'ailleurs durant le match, pourtant on pouvait le sentir venir. On a fait ça clean, mano à mano, dans les règles de l'art, comme le match d'avant, et ça fait du bien de voir un match comme ça, sans overbooking, quoi. Ça c'est bien. Jey Uso d'ailleurs, après le match, viendra finalement pour mettre un collier de fleurs autour du cou de Reigns. Jey, alors, avec un peu l'approbation du regard de Reigns, va foncer sur Cesaro pour le défoncer, il faut le dire, littéralement. Je m'attends alors à voir Jimmy Uso, histoire de continuer dans le storytelling. C'était d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est exactement le début, on va dire, de post-match que j'avais envisagé. J'avais en tête le fait que de voir Jey Uso tabasser Cesaro après le match, même avec l'aide de Reigns éventuellement, mais bon, là il l'a fait tout seul, et qu'après Jimmy Uso se pointe, histoire de continuer donc dans le storytelling, sauf que c'est pas Jimmy Uso qui est arrivé, mais au moment où Jey monte sur la 3ème corde pour faire un splash sur Cesaro, et bien c'est la musique de Rollins, Seth Rollins qui retentit, et il arrive alors par surprise pour donc couper l'herbe sous le pied de Jey Uso,
Il y a un petit face-à-face entre Reigns et Rollins, hein, du coup on se demande ce qui va se passer à ce moment-là. Et finalement, Rollins décide de s'en prendre à Cesaro pour finalement finir l'assaut entamé par Jey Uso, quoi, hein. Et Rollins frappera Cesaro avec une chaise à plusieurs reprises et puis va lui coincer son bras dans une chaise, hein, le bras qui aurait été très amoché, le bras de Cesaro pendant tout le match. Ça aurait été un gros morceau du match, ça, le bras endolori de Cesaro. Donc il est coincé contre cette chaise et paf contre le poteau. La chaise et avec le bras dedans, donc c'était assez impactant. Et finalement Rollins achèvera Cesaro avec un curb stomp à l'extérieur du ring, voilà. Et on finit avec cette image de Rollins sur le ring, et voilà comment se termine le pay-per-view. Assez étonnant, je m'attendais pas à voir cette fin de pay-per-view. Et en ce qui concerne l'évaluation du match, hein, j'ai vraiment trouvé que c'était un excellent match, un vraiment très bon match. J'ai beaucoup aimé ce match, on voit la différence, hein, d'âme justement entre le Bel Air Bayley, hein, justement dont je déplorais l'absence d'âme, et ce match-là en particulier, hein, c'était plein d'intensité, avec de la psychologie, un superbe selling au bras de Cesaro, que Reigns aura travaillé, hein, ce bras durant une bonne partie du match. Reigns il sera même allé d'ailleurs de quelques chambrages, hein, à distance envers Daniel Bryan, hein, à l'écran, il s'adresse à lui. Et voilà, il disait en gros, j'espère que tu regardes, hein, DB, hein, il l'appelait DB, j'espère que tu regardes ce que je fais à ton pote là. Et Cesaro aura aussi livré une super performance avec ses uppercuts, hein, toujours aussi impactants, et avec son fighting spirit et son catch aussi spectaculaire, quoi. Notamment voilà, un joli move avec ce twisted crossbody là, porté à l'extérieur du ring. D'ailleurs on n'aura pas eu de Cesaro swing, hein, ce qui est à noter, mais vu l'état de son bras, j'ai trouvé que c'était finalement, ça avait du sens. C'était logique de ne pas avoir vu Cesaro faire de Cesaro swing, mais Cesaro finit le match en quasi héros, quoi, hein, sans avoir abandonné et en ayant essayé de résister jusqu'au bout, hein, de ses forces, quoi. Et je suis content aussi de Reigns, de sa performance, hein, globale, hein, dans tout ce qu'il a produit, même en termes d'acting, lorsqu'il chambre aussi lorsqu'il chambre aussi Bryan, lorsqu'il s'amuse un peu avec Cesaro, hein, à le provoquer, dans son catch, dans sa façon de la psychologique, sa façon d'amener la psychologie dans le match, et évidemment d'appliquer la pression sur ce bras endolori. Hein, voilà, tout un travail de Reigns qui était vraiment très bien, et je suis aussi content que Reigns ne m'ait pas semblé particulièrement en difficulté d'un point de vue cardio, alors qu'il s'agissait justement d'un 1 contre 1, hein, assez physique, et pas d'un triple threat comme à WrestleMania notamment, où le triple threat ça permet d'avoir des petites pauses, hein. Voilà, alors on mettait Edge et Bryan face à face, et puis Reigns ça lui permettait d'avoir des petites pauses. Là c'était pas le cas, c'était un 1 contre 1, et puis là c'était pas Jey Uso en face. Avec Jey Uso on l'a vu que c'était très théâtralisé, donc ça permettait aussi à Reigns de se reposer. Mais voilà, on le voit que je trouve qu'il est un peu meilleur, il est mieux je trouve en termes de cardio, ça c'est plutôt positif. Il a plutôt bien tenu la distance physiquement et sans avoir eu de grands moments de pause comme on a pu en voir avec lui, donc depuis son retour l'an dernier, quoi. Et bref, voilà, ce fut l'un des meilleurs matchs de l'année, hein, dans le main roster, je trouve, et je lui ai donné la note de 4,25. 4,25, hein, j'étais même pas loin du 4,5, hein, c'est dire. Donc c'est pour moi le match de la soirée, hein, sans conteste, et c'est vraiment un match à voir. Voilà, si vous l'avez pas vu, s'il y en a bien un que je vous recommande, c'est celui-ci, dans ce pay-per-view. Concernant l'après-match, par contre, je suis un petit peu plus déçu de voir Rollins, car ça indique que la feud avec Cesaro n'est pas terminée, alors que elle commence à dater un petit peu, hein, ça fait à peu près 3 mois qu'elle dure. Il y avait déjà eu un build-up avant Mania, hein, donc, et même à l'Elimination Chamber, rappelez-vous, on pouvait s'attendre à voir Rollins tabasser Cesaro. Donc ce qui voulait dire que déjà le build-up il y en avait déjà, ouais, ça avait commencé autour du mois de février, hein, cette histoire, après le Rumble, quoi. Oui, ça fait un peu long, quoi, cette affaire. Donc WrestleMania est censé clôturer les rivalités, c'est ça aussi, quoi. On a vu que c'était pas fini pour certaines d'entre elles, hein, notamment Drew Lashley, hein, et donc ça, Cesaro et Rollins. Donc on a vu que c'était pas fini, mais quand même, même après WrestleMania Backlash, on en a toujours pas fini avec toutes ces rivalités de Mania, quoi. C'est ça qui m'embête. On continue, on tire le fil. Alors ça va possiblement aussi, cette attaque à la fin du show ça va peut-être absenter
Cesaro pendant quelques temps, hein, le temps que son bras récupère, mais avant probablement un rematch face à Rollins à Hell in a Cell. Mais le problème c'est que Cesaro l'a déjà battu 2 fois. C'est ça le problème, Cesaro il a battu Rollins clean à Mania et l'a même rebattu à SmackDown. Alors certes il y avait les Usos à l'extérieur, il y a eu un petit peu de... Voilà, il a pris un super kick Rollins avant de perdre son match. Mais ça fait quand même 2 défaites de Rollins. Donc je suis pas investi, il n'y a plus besoin de refaire un match derrière, un match 3 quoi. C'est ça que je trouve dommage. D'autant que Rollins risque de gagner en plus. Et peut-être même de partir vers Roman Reigns ensuite. Hein. C'est peut-être le vrai push là, de Rollins qui redémarre. Parce que là, il perd pas mal en ce moment. Hein. Donc là, je pense que c'est pas impossible que Rollins batte Cesaro dans ce rematch potentiel de Hell in a Cell. Et que malheureusement, ça fasse redescendre petit à petit Cesaro dans la hiérarchie. Quoi. Ben oui. Et qu'on retrouve Cesaro finalement... comme il était avant, quoi. Et que ce soit déjà la fin de son joli push, quoi. C'est triste, mais c'est comme ça, quoi. Donc finir le show sur Rollins, c'est pas franchement ce que j'aurais fait, et ce que j'aurais désiré. Alors qu'en mettant Jimmy à la place de Rollins, par exemple, c'est ce que j'avais envisagé, il y avait de quoi faire du storytelling de qualité pour continuer de jouer la tension, l'ambiguïté entre les frères Uso et Reigns, savoir quelle est la position des uns et des autres. Je pensais que, par exemple, Jimmy allait arriver pendant le beatdown de Jay sur Cesaro, Jimmy allait arriver en disant « Eh, Ous, arrête, t'as pas besoin de faire ça, c'est inutile de faire ça, c'est bon, stop. » Et là, à ce moment-là, Roman Reigns viendrait peut-être un peu menacer Jimmy Uso, hein, genre la main dans la gorge, en train d'étrangler, être un peu plus menaçant envers Jimmy, ce qui fait que Jey Uso serait pas très content de voir ça, hein, parce que c'est quand même son frère, et là, du coup, Jey Uso, il prendrait la mouche et il préférait quitter le ring et partir, et là on aurait un Jimmy Uso qui partirait lui aussi, venir repartir derrière son frère, avec au passage un dernier petit sourire en coin envers Reigns, l'air de dire, hein, Jimmy Uso, j'ai peut-être réussi à entrer dans la tête de Jey et le ramener vers le droit chemin, quoi. Voilà, ça c'était un storytelling qui aurait pu être efficace. Voilà, ça c'était complètement une idée à moi que j'ai eu avant le show, hein. Et c'est dommage parce que ça partait bien avec ce beatdown de Jey Uso, mais c'était pas Jimmy, c'était Rollins à la place. Qu'on avait vu dans le build-up un petit peu, mais je pensais vraiment pas qu'il allait s'intégrer comme ça. C'est dommage. Donc on verra bien la suite des opérations pour Roman Reigns. Edge aux abonnés absents, on sait pas ce qu'il fait, hein, ça fait comme on l'a pas revu depuis Mania. Et on verra s'il y a du big name pour plus tard. Bon, là je pense pas tout de suite. Pour SummerSlam, on verra peut-être du Rock, du Lesnar, du Cena, on verra bien. Mais il faudra des challengers de transition encore. Et c'est pour ça que je vous parle de Big E. Mais bon, le match le championnat intercontinental c'est vendredi prochain. Donc je vais encore vous parier, miser sur une victoire d'Apollo Crews, mais avec un Big E qui ne prendra pas le pin et qui peut-être sera à la fin de cet épisode de SmackDown, celui qui va venir face à Reigns, peut-être. Va bien falloir trouver quelqu'un derrière, parce que Cesaro, là, je pense que là, il est parti sur Rollins, et puis là, il est blessé. Enfin, on va pas le revoir tout de suite, hein, ça, c'est sûr. Voilà, pour ce pay-per-view, pour la review, on va passer au bilan. Le bilan de ce pay-per-view, un show vraiment solide, j'ai trouvé solide dans sa globalité, hein, parce que même le kick-off était aussi solide et vraiment très sympathique, hein, il était court mais était deux bons catcheurs, c'était vraiment un bon petit match de kick-off, et la seule véritable verrue, hein, si je puis dire, dans ce show, ce fut ce Lumberjack match, hein, complètement what the fuck, mais qui a plus servi d'entracte en milieu de show, histoire de poser son cerveau quelques minutes, hein, et surtout de faire un match promotionnel, hein, il faut le dire, voilà, un match pour poser son cerveau entre 2 matchs de championnat, voilà. Excepté cette verrue là, et ce truc là, qui était complètement n'importe quoi, c'était vraiment un show très qualitatif, hein, même si tout n'était pas parfait, hein, avec ce tag match de SmackDown à la construction vraiment bizarre, et ce Bayley Belair qui a manqué d'âme et d'investissement, hein, comme je vous l'avais dit tantôt, bien qu'en soi, les 2 matchs en soi, là, le tag match et le Bayley Belair n'étaient pas dégueulasses à voir, hein. C'est pas, il y a eu bien pire dans le passé, hein, mais voilà, il y a eu des petites choses à revoir et quand même à critiquer. Les finishes du triple threat féminin et du Bayley Belair n'étaient quand même pas du plus bel effet et peuvent aussi être remises en cause, hein.
J'ai pas trouvé ça terrible. Et au final, on pourrait aussi reprocher à ce show, bah aussi tout simplement d'être trop prévisible. À l'image de tout show de transition qui se respecte, quoi. Un show de transition, bah en général, c'est des résultats prévisibles. Et c'était le cas ici, quoi. Et bah il faut le dire, j'ai fait purement et simplement un sans faute, un 100% dans mes pronostics. Hein. Bah, vous savez qu'à écouter ma vidéo pronostic et vous allez voir que oui, j'ai fait un 100%, malgré 2-3 doutes hein, que j'ai quand même eu dans la semaine, liés à peut-être des petites protections et donc des disqualifications, des fins pas clean pour prolonger la rivalité. Et finalement, bon, j'ai pas opté pour ça, et j'ai bien fait. Donc pas de DQ, pas d'intervention extérieure dans les matchs, c'est à souligner aussi. On a laissé les lutteurs et les lutteuses s'exprimer hein, et s'expliquer entre eux. Ça fait du bien de voir ça sur la totalité d'un pay-per-view. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très élémentaire. Note globale du show, je vais donner un 3,5. Ce qui en fait le deuxième pay-per-view de l'année, hein, derrière WrestleMania, auquel j'avais donné un 3,75. D'ailleurs, je peux même vous dire que j'avais d'abord donné un 3,75 à ce pay-per-view au début, mais j'ai quand même finalement baissé la note un petit peu à cause des quelques défauts dont je viens de vous parler. Et par rapport à un Mania, quoi, parce que Mania c'est quand même le prestige, c'est le public, hein, évidemment, qui était là, la magie de Mania, tout ça, et puis la qualité des matchs, hein, globalement, font que j'ai préféré quand même donner une note un petit peu inférieure à WrestleMania Backlash par rapport à Mania, sinon j'aurais trouvé ça un peu particulier, un peu bizarre de procéder ainsi. Donc j'ai baissé d'un quart de point, donc 3 étoiles et demie pour le show versus 3,75 pour WrestleMania. Donc c'est quand même une très bonne note au final, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Et ça reste un show très qualitatif dans l'ensemble que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore vu. Par contre, bah évidemment, bon, vous pouvez zapper le Lumberjack match, ça c'est sûr, ça n'a aucun intérêt. Les matchs promotionnels, c'était pas trop quelque chose que j'avais envie de voir. J'ai peur d'en revoir d'autres à l'avenir. Ça c'est possible, c'est peut-être quelque chose qu'on va voir de se développer hein, maintenant avec la WWE de Nick Khan, qui est le vrai président, hein, il faut le dire. Vince McMahon, hein, il va pas être éternel. Hein. Voilà, hein, donc à un moment donné, il va y avoir une évolution de la VVE, hein, il va falloir s'y attendre. Et les divas sont de retour. Eva Marie, bientôt les Bella Twins, hein, sous la houlette de leur beau papa, John Laurinaitis. Hein. Ça va revenir petit à petit. Préparez-vous au retour des divas. Ah, la nouvelle VVE, hein, comme à la belle époque. Ah, ça va être beau, ça va être super. Bref, on verra bien pour ça. Bah voilà, en tout cas, j'en ai fini avec cette review. Donc voilà, une petite heure. Voilà, bah, j'ai quand même fait plus court que d'habitude. C'est vrai qu'il y avait un peu moins de matchs. Et puis comme je vous ai dit, bah voilà, bah, je suis moins entré dans les détails. Donc on va dire que premier bilan de cette vidéo, bah, c'est plutôt encourageant. J'ai fait un peu plus court. Ça reste quand même une vidéo d'1 heure, hein, il faut quand même le dire. Mais bon. Faut quand même raconter un peu ce qui se passe et puis donner son avis. Hein. Et puis ça passe vite, hein. Ça passe vite une vidéo en réalité. Hein. Bref, bah voilà, bah j'espère que cette vidéo vous plaira. Bien sûr, je vous invite à liker cette vidéo au plus grand nombre et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à mon compte Twitter @sullyperfecten, hein, voilà tout simplement. Je vous remercie aussi pour toutes les vues sur ma vidéo pronostic hein, qui a atteint la barre des 100 vues. Donc ça c'est un chiffre que je commence à atteindre régulièrement au niveau des pronos. Donc ça c'est bien et donc je suis content. Et ce qui prouve que finalement faire des vidéos un peu plus longues en termes de pronostic, ce n'est pas quelque chose qui vous repousse en particulier. Donc ça c'est très bien. Je vous en remercie. Donc mes salutations hein, toujours comme d'habitude à Jack Jones, à Papy Catch, à Gino la main froide, à Enzo Wrestling, donc Cody des rebuts du catch et son pote Max, et ainsi que la team Catch Up. Voilà pour les salutations distinguées et d'usage. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça va être probablement les pronostics, non pas donc du Money in the Bank, mais de Hell in a Cell, qui ne sera pas WrestleMania Hell in a Cell, ça c'est déjà la première bonne nouvelle, et le retour de la cage rouge, hein, encore une fois, hein, visiblement, d'après le clip, c'est encore la cage rouge. Voilà, donc on en reparlera tous ensemble. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et zéro miedo! Ciao tous.